Bonjour, Jean d'Artigues. C'est simplement par rapport à la question des types de maladies liées à la SLA. On a parlé de SLA monogénique et j'ai eu l'impression on a peut-être, on est passé à la suite. Il y a peut-être un complément, parce que si on dit monogénique, est-ce qu'il y a d'autres formes finalement qui caractérisent la SLA, juste pour qu'on puisse avoir un tableau un peu complet par rapport à ça? Luc Dupuis. En fait, depuis 2 ans, dans le domaine de la SLA, on s'aperçoit qu'il y a pas mal de patients qui ont non pas une mutation, mais deux, parfois trois mutations sur des gènes liés à la SLA. Et donc, effectivement, c'est ce qu'on appelle la théorie oligogénique de la SLA. C'est en plein développement. C'est aussi des choses que nous, on essaye de modéliser chez l'animal. Donc il y a les SLA, on va dire monogéniques, où le gène est vraiment identifié et où on est capable de montrer directement la transmission. Il y a probablement ces formes oligogéniques, et puis après, de façon un petit peu plus éloignée, il y a la notion de facteur de risque génétique, où certains, on possède tous des variants de certains gènes, et certains de ces variants pourraient prédisposer en combinaison au développement de la SLA. Et la dernière couche, la dernière strate plutôt, c'est de dire qu'il y a aussi des facteurs environnementaux, et quels qu'ils soient, hein, ça peut être des facteurs on va dire nutritionnels, ou alors des facteurs de l'environnement sensu stricto, qui pourraient aussi favoriser chez certaines personnes prédisposées le développement de la SLA. Est-ce que j'ai répondu à la question? Voilà, c'est vrai que c'est un peu le lot de toutes les maladies aujourd'hui, d'avoir une petite composante génétique potentielle, d'avoir des facteurs d'environnement qui font jouer ou pas jouer, et que toutes les maladies ont peu ou prou une composante génétique. Le problème, c'est l'important, c'est d'arriver à identifier cette chose-là. Alors, il y avait une dame qui avait levé la main. Voilà. Oui, bonjour. Alors moi, c'était un peu un témoignage et surtout, j'ai des interrogations. J'ai un frère qui est donc atteint de SLA depuis bientôt 3 ans et il habite en Bretagne. Et ma première réaction en étant moi-même parisienne, c'était de lui dire attends, est-ce que tu veux pas venir consulter à Paris, parce que j'avais su qu'il y avait le centre de la Pitié-Salpêtrière. J'ai interrogé, je travaille un peu en génétique, enfin dans un service de génétique, donc j'avais interrogé par mail quelqu'un de la Salpêtrière qui m'avait dit vous inquiétez pas, votre frère donc est suivi par un médecin à Saint-Brieuc, on travaille tous en réseau, etc. Et donc s'il y a un nouveau protocole thérapeutique qui sera inclus, je visais à ce moment-là le protocole qui était à l'essai en phase 3, je crois au Canada et ailleurs. Donc bon, je m'étais un peu rassurée, si vous voulez, à ce niveau-là. Et puis il se trouve qu'en discutant avec lui de temps en temps, là, en posant une question, ça sera une deuxième question, si vous le permettez, par rapport aux facteurs nutritionnels, je me suis aperçue que son médecin à Saint-Brieuc, il l'avait vu il y a 1 an, et puis que depuis, c'était son médecin généraliste qui le suivait, et donc il avait plein d'interrogations auxquelles son médecin généraliste ne savait pas répondre, ou voilà. Et donc, ma première question, qu'est-ce qu'on peut conseiller à un patient qui n'est pas suivi par... Enfin, comment doit-il se faire suivre dans le type de cette maladie? Ma deuxième question, justement, c'était par rapport à... On va déjà répondre Oui, à la première, parce qu'après, on va oublier la première. Alors, on empiète un petit peu sur la table ronde suivante, hein, parce que c'était un peu ça l'objet de la table ronde, mais on va laisser Philippe Courati répondre. C'est vrai que c'est un peu difficile de vous répondre à votre question, dans le sens où de manière consensuelle, il a été montré que des consultations tous les 3 mois étaient des consultations minimales, et avec une évaluation pluridisciplinaire, c'est-à-dire une évaluation non pas simplement de l'état moteur, mais également respiratoire, nutritionnelle, des différentes incapacités, voilà. Et bon, alors c'est vrai que si le poids reste stable, on peut imaginer que effectivement, il peut y avoir des périodes un tout petit peu plus longues. Mais s'il perd du poids, il est clair qu'il faut absolument qu'il ait une évaluation nutritionnelle. Alors, ce n'est pas des fois forcément très compliqué, hein, c'est en dehors de la mesure du poids, ça peut être simplement des mesures diététiques,
Et puis après, il faut voir comment il est sur le plan neurologique. Est-ce qu'il a des troubles de la déglutition liés à une atteinte bulbaire? Est-ce qu'il a simplement une fonte musculaire? Et il faut absolument essayer de compenser cette perte de poids. Donc refaire un bilan. Deuxième question, madame. Oui, alors donc je reviens sur la nutrition, c'était un peu lié parce que en effet, il se trouve que mon frère vit avec sa femme qui est végétarienne depuis une dizaine d'années. Et lui, alors qu'il n'est pas végétarien, il a pris l'habitude de plus manger de viande. Et j'ai un peu cherché sur Internet. Et puis, ce dont vous parliez tout à l'heure, l'apport lipidique me fait rejoindre ça. C'est que je me suis inquiétée du fait qu'il ne mangeait plus de viande et que ce n'était pas forcément compensé par un autre apport d'acides aminés essentiels. Et il se trouve que justement, quand je lui ai dit ça, oui, mais attends, j'ai un peu alerté, essaye. Il m'a dit, oui, mais mon médecin, j'ai 3 grammes de cholestérol, donc voilà. Et si vous voulez, donc ça rejoint un peu ma question d'avant. D'abord, je voulais savoir, puisque vous êtes des spécialistes un peu à ce niveau-là, est-ce que c'est en effet important de continuer à avoir un apport lipidique quand on est déjà atteint par la maladie, et qu'est-ce qu'il faut privilégier, le cholestérol ou le voilà. Merci. Alors c'est vrai que il y a plusieurs aspects dans votre question, mais on ne peut pas tout aborder. Mais en tous les cas, le fait qu'il ait un cholestérol plutôt un peu haut n'est pas une mauvaise chose. L'équipe de la Salpêtrière a montré que justement les patients qui avaient un niveau de cholestérol élevé avaient une évolutivité qui était plus lente. En ce qui concerne les apports, ils doivent être évidemment variés. On est un peu limité dans l'apport des graisses dans l'alimentation, parce qu'on ne peut pas dépasser un certain pourcentage dans l'alimentation humaine. Mais je crois qu'il faut absolument insister sur apport calorique, et c'est évidemment les lipides qui apportent le plus de calories par rapport aux protéines et aux glucides, mais c'est avoir une alimentation variée, mais avec peut-être un enrichissement en lipides. D'autres questions? Oui, voilà. Vous avez juste derrière vos micros, vous vous nommez et on vous écoute. Bonjour, je suis Véronique Marchand-Pauvert, je suis également chercheur à l'INSERM et je m'intéresse depuis récemment à la SLA. En fait, j'avais une question pour Séverine Boilet. Peut-être j'ai loupé un wagon. Le rôle des cellules de soutien. Donc en fait, vous dites que dans le déroulement de la maladie, elles deviennent toxiques pour le motoneurone. Est-ce qu'en fait, cette toxicité, elle vient d'une modification de ces cellules de soutien, ou bien ce sont les motoneurones qui ne répondent plus correctement aux influx qu'envoient ces cellules, ou du moins leur rôle dans le soutien métabolique, la conduction, etc. Donc je voulais avoir une petite précision. Alors, dans le couple, qu'est-ce qui n'est pas bien? Oui. Alors ça peut être les deux en fait. Le fait qu'elles soient mauvaises, qu'elles deviennent mauvaises, peut être lié à 2 choses. La première, c'est que si elles expriment la mutation qui cause la maladie, on sait que dans ce cas, elles ont tendance à être d'emblée plus toxiques que les cellules qui n'expriment pas le gène. Donc ça, ce serait quelque chose qui serait inhérent à cette cellule de soutien en particulier. Ensuite, lorsque le neurone commence à dégénérer ou répond à la dégénérescence, à ce moment-là, il leur envoie des signaux qui les rendent plus toxiques. Donc même dans le cas où elles n'ont pas un gène lié à la maladie, elles peuvent devenir toxiques juste parce qu'elles sont hyper réactives en fait. Et ensuite, bien sûr, il s'agit d'une communication entre les deux, et on peut tout à fait envisager que le motoneurone n'exprime plus certains facteurs qui lui permettraient de répondre à ces cellules. Donc ça peut être dans les 2 sens. C'est pas simple. Si vous voulez à la pause, vous pourrez reparler tous les deux avec les mots techniques, ça sera encore plus facile peut-être. D'autres questions? Encore une fois, chose pratique et simple, on vous écoute bien volontiers. Oui, bonjour, je suis Véronique Areux, je suis ergothérapeute. Je travaille dans une équipe mobile de MPR en Bretagne. Et j'avais une question par rapport à l'évocation de troubles cognitifs qui ont été abordés tout à l'heure. En fait, je découvre un petit peu, et j'avais dans l'idée j'avais compris qu'il n'y avait pas d'atteinte au niveau cognitif.
Du coup, je voulais savoir à quoi ça correspondait exactement. Oui, alors c'est vrai que pendant très longtemps, ça faisait même partie des critères diagnostiques, l'exclusion des troubles cognitifs. Et puis on s'est quand même rendu compte qu'il y avait un certain nombre de patients qui développaient ce qu'on appelle une maladie frontotemporale, donc avec une atteinte du lobe frontal et du lobe temporal, qui pouvait dans certains cas développer une maladie du motoneurone. Et puis les cliniciens qui, eux, travaillaient plutôt sur les maladies du motoneurone se rendaient compte qu'il y avait un petit pourcentage de patients qui, au cours de l'évolution, pouvaient également développer des troubles psychocomportementaux et des troubles cognitifs ressemblant à une maladie frontotemporale. Alors il y a un certain nombre d'arguments, on ne va pas les évoquer tous, mais ce qu'il faut savoir, c'est que dans la majorité des cas des patients atteints de SLA, il n'y a pas une atteinte majeure des fonctions cognitives. On peut découvrir chez un certain nombre de patients, à peu près 25% des cas, de patients qui sont totalement indemnes pendant l'évolution de leur maladie. Il y a 25% des cas de patients qui vont développer un certain nombre de troubles cognitifs discrets qu'on appelle les fonctions exécutives, qui sont sous-tendues par le lobe préfrontal et qui servent à la planification, à la flexibilité mentale, à l'inhibition de certains comportements. Voilà. Et ces patients-là, il y a un certain nombre de patients qui vont évoluer vers une maladie frontotemporale plus importante. C'est pour ça qu'on dit qu'il y a un espèce de continuum entre une maladie à expression prédominante motrice, qui est la SLA, et la maladie frontotemporale, qui est une maladie à expression comportementale et cognitive. Et il y a des patients qui peuvent développer les deux pathologies. Mais dans les formes dites classiques de SLA, l'atteinte cognitive reste discrète, mais elle n'est pas absente, ce qui prouve que l'atteinte lésionnelle dépasse les cellules motrices et que ce n'est pas qu'une maladie motrice.